Émilie Nicolas, José Legault, Christian Dufour, bonsoir. 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 Alors, la vérificatrice générale qui arrive à la conclusion que beaucoup de gens à laquelle étaient arrivés aussi, c'est-à-dire la filière batterie, il y avait peut-être un potentiel énorme, mais dans certains cas, il y avait un risque énorme. Je vous résume avec deux tableaux très, très simples le rapport qui a été déposé aujourd'hui. Ce qu'elle dit essentiellement, c'est une approche peu planifiée. Bon, ça, c'est des chiffres. 2,2 milliards d'aides financières autorisées. Il y a 1,9 qui a été versé aux entreprises. Perte nette, 375 millions. Nordvolt et Lyon, essentiellement. Mais il y a des pertes potentielles, on verra, de 700 millions de dollars. Et donc, je disais, approche peu planifiée, dit-elle, risque financier important, sous-évalué, manque de rigueur dans le suivi. Émilie Nicolas, il y a des gens qui vont dire que c'est plus facile à dire après qu'avant. Si tout ça avait fonctionné à merveille, on ne dirait pas ça, mais le fait est que ça n'a pas fonctionné à merveille pour un certain nombre de dossiers. Émilie. Oui, et le fait qu'il y ait des investissements risqués, c'est une chose. Ce que la vérificatrice générale nous dit, c'est qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire pour mitiger ces risques-là, avoir des meilleurs échéanciers, plus de calendrier, avoir plus de détails, puis qu'on ne les a pas fait. Donc, c'est là aussi où il y a un problème majeur. Puis, c'est sûr que ce qui a vraiment fâché énormément de gens dans ce qu'on a vu dans les derniers mois, c'est l'écart entre, les exigences qu'on demande en termes de renseignements, de risques pour les entreprises dans lesquelles on investit, le genre de pertes qu'on est prêt à assumer, le genre de gains qu'on pense avoir qui sont des fois pas si élevés que ça, versus le genre de reddition de compte qu'on demande des fois pour des peanuts, pour des affaires qu'on n'est pas capable de se financer, un filet social, le communautaire, tellement de choses qu'on pourrait faire les écoles avec cet argent-là. Et je pense que c'est ça qui a généré énormément de colère dans les derniers mois. Oui, parce que colère, il y a eu et il y en a encore. José Legault. Oui, bien, ce qui est frappant dans ce rapport, c'est que c'est un peu l'illustration parfaite des faiblesses principales du gouvernement caquiste dans ces deux mandats. Moi, j'appellerais ça les 3 I. Alors, ça commence par l'incompétence, qui mène à de l'improvisation, qui mène à de l'irresponsabilité dans la gestion des fonds publics. Et c'est vraiment ce qu'explique, sans utiliser ces mots-là, finalement, la vérificatrice générale dans la filière batterie, mais on l'a vu aussi dans plein d'autres dossiers. Donc, c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui, en plus de la dilapidation des fonds publics, le fait qu'on a eu un ministre de l'Économie qui se croyait un peu dans un casino avec les fonds publics. Hein? Ah oui, moi, je décide d'investir là. Pas de suivi, pas de vérification, pas de planification. On parle de l'argent des Québécois, là. C'est ça qui est très, très choquant. Et le fait que ce ne soit pas un cas isolé avec le gouvernement. Et là, on a vu aujourd'hui, évidemment, la nouvelle première ministre essayer de s'en dissocier, alors qu'elle a repris ces dossiers-là comme ministre de l'Économie. On a M. Drainville qui lui-même est ministre de l'Économie. Ils étaient là quand même, là. Alors, moi, je vous dis, là, à la prochaine campagne électorale, ce rapport-là, et les tentatives de dissociation de la première ministre, ça va être des munitions quand même assez intéressantes pour les partis d'opposition. Qu'on va entendre dans une seconde. Mais Christian. Bien, c'est un rapport qui est bienvenu, c'est clair, parce que c'est très critique. On voit le manque de rigueur, le manque de professionnalisme. En fait, on a été saisi un peu par l'euphorie. Ce qui m'intéresse dans la dynamique politique, c'est jusqu'à quel point Christine Fréchette va payer un prix pour ça. Je n'en suis pas sûr. Ça va être un bon test, en fait, pour voir est-ce que l'effet téflon, vous savez, dont elle bénéficie jusqu'à présent, est-ce que ça va se poursuivre? Autant dans l'autre dossier dont on va parler tantôt, la PEC, là, je pense qu'elle peut avoir des problèmes. Dans ce dossier-là, qui touchait moins le citoyen ordinaire quelque part, moi, je pense pas que ça va être dramatique pour elle, parce que c'est vrai que lorsque les décisions fondamentales ont été prises, elle n'était pas là. Et en même temps, moi, je crois que dans une campagne électorale, les Québécois sont plus intéressés à l'avenir qu'au passé. Jusqu'à présent, Mme Fréchette, son gros succès, ça a été de faire oublier, jusqu'à un certain point, François Legault et le bilan de la CAQ. Les Québécois, actuellement, jugent les 3 ou les 4, les 3 principaux leaders. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Okay. Jusqu'à quel point va-t-elle payer un prix? On va le voir. Mais moi, je n'en suis pas sûr qu'elle va payer un prix très grand pour ça, même si l'incompétence est là, le manque de rigueur est là, c'est incontestable.
Très bien. On va d'ailleurs parler à Philippe J. Fournier dans une seconde après. Mais d'abord, je fais entendre Mme Fréchette et l'opposition aujourd'hui. Pour l'opposition, bien, c'est du bonbon, bien sûr. Bien, c'est sûr que d'investir dans des start-up de tel montant, c'était une part de risque importante. 95 des pertes encourues l'ont été à cause de Nordvolt et Lyon. Et moi, dans les semaines suivant mon arrivée à l'économie, j'ai dit stop, on ne met plus d'argent public dans ces deux projets-là. Donc, déduction, c'est pas sous ma gouverne que les investissements dans Nordvolt... La première ministre était là autour de la table, les ministres étaient là autour de la table, et ils regardaient ça aller sans rien dire parce qu'ils voulaient couper des rubans. Ça, c'est leur échec à eux. C'est l'échec de leur gouvernement. Et je réitère que la première ministre était plus dépensière que Pierre Fitzgibbon. Lorsqu'elle était ministre de l'Économie, elle dépensait plus en subventions que son prédécesseur. Alors, comme vous dites, José, on va réentendre ça sur les chemins de la campagne électorale, c'est clair. Jusqu'à quel point les gens vont juger avec ces faits-là ou pas, comme dit Christian, est-ce qu'on regarde par en avant ou pas, on verra. Mais j'invite, puis on va faire un autre tour de table après, mais j'invite d'abord Philippe J. Fournier à venir nous présenter les chiffres du dernier sondage disponible sur les intentions de vote au Québec. C'est intéressant. Philippe J., bonsoir. Bonsoir, Patrice. Alors, sondage Synopsis, La Presse. Intention de vote, Mme Fréchette, monte encore. En fait, ce que Synopsis a détecté, c'est la tendance du mois dernier est confirmée. Nous avons 3 sondages maintenant distincts qui nous indiquent que la CAQ a remonté au-dessus du seuil de 20 avec 21 dans ce sondage, plus 3 par rapport au dernier sondage Synopsis. Et la CAQ vraiment commence à s'approcher d'une zone payante. Évidemment, ce qu'on doit regarder dans un tel sondage, on le sait, c'est le graphique le plus important, c'est les électeurs francophones. Et sur ce plan, le Parti québécois a toujours un net avantage. 37 des Québécois francophones appuient toujours le Parti québécois. 24 pour la Coalition Avenir Québec, donc une avance de 13 points. Ce n'est pas aussi confortable que c'était l'automne dernier, mais le PQ est toujours largement favori. Et regardez le Parti libéral, seulement 16 chez les francophones. Il ne peut pas espérer des gains importants aux prochaines élections avec ce chiffre-là. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut surveiller, c'est les francophones. C'est vraiment le talon d'Achille des libéraux, là. Le 16 chez les francophones peut faire pour eux très mal. C'est intéressant parce que dans la région de Québec, la CAQ a monté encore plus qu'ailleurs. Et ça, il faut toujours faire attention avec les sous-échantillons. Des fois, on voit des chiffres qui bougent dramatiquement. Mais regardez dans la région de Québec, plus 7 pour la CAQ qui monte à 29. Ça faisait extrêmement longtemps qu'on avait vu un sondage où la CAQ était en tête à Québec. Et en fait, j'ai regardé, c'était mars 2023. Donc, on parle de 3 ans. Les conservateurs deuxième à 27 le Parti québécois qui glisse de 9 points. Mais Patrice, je dois le souligner, c'est 156 répondants avec une marge d'erreur importante. Donc, ce n'est pas encore confirmé comme tendance, mais c'est définitivement à surveiller lors des prochains sondages. Donc, attention, mais quand même, on ouvre l'œil pour la région de Québec. Qui ferait, c'est toujours une question très importante, le ou la meilleure première ministre? Et là, regardez les chiffres. Effectivement, 24 pour Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est les chiffres que nous voyons pour lui depuis quelques mois dans plusieurs sondages. Donc, c'est un bon score. Il est en première place. Cependant, c'est à peine le quart des répondants. Et on regarde Mme Fréchette à 21 seulement 3 points derrière M. Plamondon. Donc, c'est une égalité statistique. Et on regarde Charles Milliard en 3e position, seulement 15 dont 10 chez les francophones. Alors, M. Milliard a vraiment beaucoup de travail devant lui pour remonter sa propre cote afin que son parti devienne compétitif parce que pour l'instant, il ne l'est pas. Sondage dur, donc, pour les libéraux qui avaient commencé une remontée. Si vous faites une synthèse et que vous voulez projeter en nombre de sièges aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à un portrait très incertain, justement, avec la montée de la CAQ. Il y a beaucoup d'électeurs caquistes et péquistes qui s'échangent. Mais regardez la projection de sièges mise à jour. On a une moyenne de 61 sièges pour le Parti québécois. C'est tout juste sous le seuil de la majorité. Mais regardez l'intervalle de confiance qui va de 45 à 72. Donc, énormément d'incertitudes. Le Parti libéral à 40 sièges. Le plafond du Parti libéral à 47 touche à peine le plancher du Parti québécois. La Coalition Avenir Québec, regardez encore une fois l'intervalle de confiance, quelque part entre 1 et 22 sièges. Donc, beaucoup d'incertitudes. Les conservateurs à 8 et Québec solidaire, dans ce sondage, remontait de 3 points. Des bons chiffres dans la région de Québec. Ils ont 7 sièges en moyenne dans cette projection.
Philippe J., merci beaucoup. On va se reparler, bien sûr, dès qu'on a de nouveaux sondages. Puis il y en aura certainement avant la fête nationale, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Patrice. Très Oui, bien. la semaine prochaine. Merci. Alors, tour de table. Christian, on le voit, Mme Fréchette continue sa montée. Pour les libéraux, c'est pas un très bon sondage. Chez les francophones, il baisse un peu. Et qui ferait le meilleur premier ministre? Il est plutôt bas. Vos impressions? Bien, le mouvement continue. C'est vrai que Christine Fréchette continue sa montée. Jusqu'où ira-t-elle? Moi, ce que je tiens surtout, c'est la chute de 5 des libéraux en un mois, ce qui est énorme. C'est clair que M. Milliard a raté la chance de faire sa première impression. On a juste une chance de faire une première impression. Mme Fréchette le réussit totalement. Dès qu'elle est devenue premier ministre, on l'a vu se promener, aller à Paris, aller à Ottawa, aller à Washington, d'être très, très, très active. Je trouve que M. Milliard, qui a eu un petit début de lune de miel, mais il n'en a pas profité. Je pense que son défi, très clairement, c'était de se connecter à la majorité francophone, d'essayer d'enlever l'étiquette Parti des Anglais qui est associé au Parti libéral, plus que jamais, parce que moi, depuis quelque temps, il y a une semaine, il y a eu un article surréaliste dans Le Devoir où on interviewait monsieur Milliard, et c'était heureux dans les deux langues, puis je suis dans Nord-Athlée, tout le monde parle anglais, tout le monde parle français. Moi, je trouve, je ne sais pas qui le conseille, là, mais il reste qu'il a raté quelque chose. Ça va être très dur, en fait, de rattraper ça. Pour le reste, les jeux restent ouverts. Jusqu'où ira Mme Fréchette? Jusqu'où ira Mme Fréchette? José, vos impressions de ce sondage Synopsis? Bien, c'est un petit peu ce qu'on observe. Donc, on voit que l'avance du Parti québécois n'est plus ce qu'elle était avant, mais elle demeure solide. Donc, le vote souverainiste est vraiment, il ne déserte pas le Parti québécois. Pour ce qui est de la CAQ, bien, évidemment, pour le moment, on est encore dans l'effet de nouveauté pour ce qui est de Mme Fréchette. On est beaucoup, on le dit, dans la communication politique, dans l'image, quoique aujourd'hui, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais on n'est pas vraiment encore dans des politiques publiques substantielles. Rappelons, là, ces centaines de millions de dollars, la petite caisse là, d'Éric Girard là, qui a été augmentée pour des mesures, finalement, qui sont supposées aider les Québécois face au coût de la vie, mais qui ne le feront pas. Pour ce qui est, évidemment, du Parti libéral du Québec, bien, écoutez, c'est évident que M. Milliard a un problème assez sérieux sur les bras. C'est un peu surréaliste de le voir depuis quelque temps s'enferrer sur la question linguistique, alors que depuis le départ de M. Bourassa, là, c'est vraiment pas la force du Parti libéral du Québec, ce dossier-là, loin s'en faut. Dit même qu'ils vont présenter un plan d'ici la fin du mois de juin. Ça ressemble beaucoup à une possibilité d'auto-pelure de bananisation, alors qu'il y a tellement d'autres dossiers sur lesquels le Parti libéral pourrait intervenir de manière plus productive, etc. Peut-être que ça va être le cas pendant la campagne électorale, en effet, mais il faudrait vraiment qu'il sorte de ce dossier-là. C'est pas son dossier. Oui, Émilie. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup... je pense que des fois, on utilise des cadres de référence en termes de c'est quoi les dossiers qui sont prioritaires, qui ne collent plus à la réalité, où il y a beaucoup de gens qui ont de la misère en ce moment-là à payer leur épicerie, à payer leur loyer, je ne sais pas. Puis il y a un écart entre ça et ce sur quoi on porte notre attention pour se positionner sur, souverainisme, fédéraliste, la langue, l'identité, des trucs qui, à la fin de la journée, n'aident pas les parents à avoir confiance en la qualité de l'école dans laquelle ils vont amener leurs enfants ou n'amènent pas les familles à boucler les deux bouts. Et je pense que ça explique encore pourquoi est-ce que je ne sais pas ou aucune de ces réponses est aussi fort dans qui ferait le meilleur premier ministre. Oui. Je m'inquiète des intentions de vote si on continue comme ça à parler de langue et de laïcité, d'immigration et de souverainisme fédéraliste et non pas de ce qui permet aux gens de manger en arrivant à la maison le soir. Franchement, ça m'inquiète. Je pense que des fois, il y a un écart entre ce qui nous stimule intellectuellement comme commentateur, comme journaliste, et ce qui fait vraiment une différence dans la vie du monde. Et je pense que ça peut paraître à long terme et qu'il va falloir faire très attention dans une campagne électorale à ça parce que c'est une variable qui monte en termes de réalité sociale d'une grosse partie de la population québécoise. Et pour Charles Milliard lui-même, je pense qu'au-delà des questions, des dossiers sur lesquels il se penche, il y a aussi le fait que si le Parti libéral avait été dans un meilleur état
D'abord, il n'y aurait pas eu le double course à la chefferie avec tout ce qu'on a vécu comme saga avec Pablo Rodriguez, mais c'est aussi que c'est pas quelqu'un qui vient du milieu politique. C'est un illustre inconnu jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est pas quelqu'un qui était déjà dans l'écosystème. Et là, les Québécois sont en train de se chercher un chef d'État qui nous donne l'impression d'être une personne rassurante, capable de maîtriser l'ensemble des dossiers. Et je ne pense pas que les gens qui ne sont pas dans la joute politique depuis longtemps ont vraiment l'occasion de nous montrer qu'ils sont capables de gérer l'ensemble des choses. Et c'est sûr que Charles Milliard aurait plus, je crois, avantage à parler d'économie et de ce qui peut être la force historique des libéraux. Mais vraiment, les questions identitaires à tout bout de champ, là, c'est pas ça qui nourrit le monde. OK. On va passer au PEC. Christian a parlé. Là, on rouvre le PEC 2 ans. On va écouter le ministre Bonnardel qui en a fait l'annonce, puis on revient tout de suite. Le but, c'était de régionaliser. C'était d'améliorer la régionalisation puis de répondre aux besoins des différentes régions du Québec. C'était ça qui était l'exercice. Donc aujourd'hui, oui, ça a créé de l'incertitude pour certaines personnes. Je pense qu'on répond positivement, comme la première ministre le souhaitait, à ces gens qui ont été inquiets. Tout le monde, qu'on me comprenne bien, tout le monde qui va déclarer son intérêt va être traité. Tout le monde. En tout cas, il y a un changement de ton, José, clair, par rapport à son prédécesseur. Tout le monde va être traité. On a suscité de l'inquiétude. Donc, la compréhension de ce que ça a créé, puis toute la société civile, tout parti confondu, en fait, tout le monde disait il faut faire attention à ces gens-là aussi, là. Bien, tout à fait. Ça fait du bien de ne plus avoir Jean-François Roberge à l'immigration, pour le dire très, très, très franchement. Puis ça a été une bonne décision de Mme Fréchette de nommer M. Bonnardel à ce poste-là, parce que justement, il a cette capacité non seulement de comprendre le dossier, mais d'avoir une compassion aussi face aux conséquences sur des êtres humains là, qui contribuent au Québec de décisions prises par le gouvernement caquiste, c'est-à-dire de mettre fin au PEC. Donc, maintenant, il faudra voir, parce que le diable est toujours dans les détails, il faudra voir comment M. Bonnardel va réussir ou non à opérationnaliser cette renaissance-là du programme de manière mieux encadrée. Oui, Christian, le PEC, ça a été une épine au pied là, pendant des mois et des mois et des mois, avec ces cas qui arrivaient à droite et à gauche, des francophones qui disaient... Bon, bref. Est-ce que vous voyez un changement important dans la stratégie puis dans où s'en va ce programme? Bien, il essaie de moyenner, là. Mais je trouve que ça, c'est la vraie patate chaude pour Mme Fréchette, moi, je trouve. Beaucoup plus que la filière batterie. Parce qu'une filière batterie, on peut évidemment trouver que les chiffres sont importants, mais ça touchait moins les êtres humains. Alors que le PEC, ça a été lamentable. On a vu, je ne sais pas comment ce programme-là a été conçu, là, mais ça a été un fiasco à beaucoup, beaucoup d'égards. Là, je trouve qu'ils sont dans le patchage. Ils essayent de réparer les pots cassés. Il en avait parlé lors de la course à la chefferie de la CAQ. Pour Mme Fréchette, ça, je trouve que c'est beaucoup plus délicat. Parce que les gens s'y intéressent plus, ça nous touche, puis elle est associée quand même à ce dossier-là, alors que dans le dossier filière batterie, je ne trouve pas qu'elle était très associée à ça. Donc, c'est là où le bilan de la CAQ, que jusqu'à présent, en fait, son énorme succès, c'est comme si le bilan de la CAQ, elle n'en est pas responsable. Hein? Elle, c'est le renouveau, puis l'avenir. Mais là, le bilan de la CAQ la rejoint. Émilie. Enfin, ça a été très compliqué de voir toutes ces personnes-là défiler, nous dire, écoutez, en ce moment, on ne sait plus trop qu'est-ce qui se passe avec notre propre avenir. Le gouvernement du Québec nous a promis X, on se retrouve devant Y, ce sont nos familles, nos carrières, nos choix de vie qui sont... Donc, ça a été très compliqué à gérer. Et ça revient un peu à ce que je disais un peu plus tôt, là, à un moment donné, au-delà des questions, des débats idéologiques, et compris comme étant idéologiques sur l'immigration, à un moment donné, on retourne dans le plancher des vaches, il y a du monde devant nous. Est-ce que ces gens-là se sentent en sécurité? Est-ce qu'ils ont ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils peuvent travailler? Est-ce qu'ils remplissent des emplois dont le Québec a besoin? Est-ce que... Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a cet écart-là, des fois, entre la théorie et la pratique qui a vraiment frappé la CAQ de
plein fouet là-dessus. Jean-François Roberge s'est fait ramasser à plusieurs reprises parce qu'il y avait un manque d'empathie qui se traduisait de son style de communication. Et je pense qu'il y a eu ça aussi comme leçon, c'est qu'à un moment donné, si on est sur la théorie sur des enjeux comme ça, puis qu'on ne regarde pas l'aspect humain des choses, du moment que les journalistes braquent les projecteurs sur les conséquences des politiques publiques, il y a une partie de la population québécoise qui réagit encore, et puis ça fait des mesures qui sont impopulaires lorsqu'on comprend finalement qu'est-ce que ça donne, le débat théorique dans lequel on s'est embarqué. Lorsqu'on comprend, parce que c'est très difficile à comprendre. Oui, Moi, je ne reviens pas à quel point ce dossier-là... Il y a un rôle d'Ottawa aussi, mais oui, très bien. Lorsqu'on comprend. TGV, un mot. On va écouter des agriculteurs qui sont allés à Ottawa. Ils ne sont pas contents. Eux ne veulent pas de TGV. Il y a un lobby d'une certaine partie du monde agricole, devrais-je dire, qui est contre. On va écouter M. Poilievre puis McKinnon, puis on revient tout de suite. Un ancien gouvernement libéral a volé le terrain des gens de Mirabel il y a 40 ans pour un aéroport que personne n'utilise aujourd'hui. Ça va être un autre éléphant blanc si M. Carney dépense 80 milliards de dollars en volant votre terrain. On a agi et on va continuer d'agir avec une très grande sensibilité et un très grand respect pour le monde agricole. Moi, avec les résultats de la dernière année, je ne suis pas sûr que M. Poilievre est un bon juge de succès. On est tellement dans l'incertitude, puis tout ça, puis nous scraper notre terrain, notre style de vie pour du monde qui vit en ville, c'est carrément ça. Là. Si vous avez une propriété, puis du jour au lendemain, sans dire un mot, vous faites exproprier ou qu'il y a une ligne qui traverse votre terrain, vous allez vous sentir comme qu'on se sent. Je vais vous demander rapidement, un tour de table rapide, où s'en va le TGV. Est-ce que l'opposition, d'après vous, va grandir? Émilie, José, Christian. Émilie. D'abord, Pierre Poilievre a décidé d'en faire un de ses chevals de bataille, donc c'est sûr qu'il va aller le porter à Ottawa, ça va créer un mouvement. Ensuite, la manière dont Alto se défend, c'est de dire, attention, les tracés ne sont pas terminés. Donc, essentiellement, ça va être de négocier pièce par pièce, cas par cas. Et puis, si on est capable d'aller chercher des victoires, des accommodements, c'est sûr que plus c'est fait avec diplomatie, plus que le projet va pouvoir avancer. Ensuite, pour la joute politique comme telle, c'est sûr que Pierre Poilievre ne s'embarrasse pas comme ça des gens qui sont expropriés lorsqu'il est question de parler de pipeline ou d'un paquet d'autres projets. Et donc, c'est sûr qu'on sent aussi qu'il y a des contradictions politiques là-dedans. Puis la manière dont il le fait lui-même lorsqu'il est question de ces projets-là, c'est de parler des retombées économiques. Et donc, c'est sûr que pour Alto aussi, le défi, c'est de parler de manière plus concrète de qu'est-ce que ça va donner dans la vie des gens, qu'est-ce que ça apporte à l'économie, qu'est-ce que ça apporte à la mobilité des personnes. Puis à ce moment-là, on va pouvoir essayer d'évaluer les impacts. Oui, José, Christian, José. Bien, c'est sûr, si on regarde aussi le contexte québécois, la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon cette semaine disant qu'un gouvernement du Parti québécois, s'il était élu, refuserait ce projet. Et s'il n'y a pas de TGV qui passe par le Québec, il n'y aura pas de TGV point à la ligne, ça c'est assez clair. Et ça a réouvert aussi le dossier d'une manière assez claire. Et la voix des agriculteurs, elle est importante. Il faut les entendre. Et c'est la société civile, des gens dans la société civile qui disent « un instant, là, vous ne pouvez pas nous refaire le coup une deuxième fois ». Donc ça renvoie le gouvernement Carney à sa table à dessin sur le plan de la communication aussi du dossier. Là. Ça ne peut pas juste être présenté comme un cadeau du ciel et le bonheur et le nirvana. On va avoir enfin un réseau ferroviaire digne du 21e siècle, etc., etc. Je pense que là, le dossier, il est vraiment réouvert sur le plan politique. Christian, comment voyez les forces en présence pour, contre? Moi, je suis très ambivalent dans ce dossier-là. Je me désole qu'on semble avoir beaucoup de difficultés, en fait, à amener à terme des grands projets. On l'a vu avec le troisième lien, on le voit avec le TGV. Bon, dans ce dossier-là, en fait, rôde l'énorme spectre de Mirabel.
ceux de mon âge se souviennent de la catastrophe qui a été Traumatisme. Mirabel. Puis c'était pas rien, ça. Puis on a vu l'incompétence fédérale là-dedans, puis ça fait partie du portrait. Puis les agriculteurs qui manifestent rappellent ça. Puis en fait, il y a eu une intervention de Paul Saint-Pierre Plamondon, moi qui me déçu parce que je peux comprendre qu'il y a des objections, mais c'était comme idéologique, ces objections. C'était comme dogmatique. Ça va renforcer le projet national canadien. Je trouve pas que c'était très gagnant comme argumentaire, si vous voulez. Donc, je suis ambivalent, en fait. Je peux pas dire que j'ai une position très, très, très claire, mais Mirabel est là. Quand Poilievre parle de Mirabel, là, c'est pas bidon. Oui. Puis c'est un traumatisme dans la région des Basses-Laurentides, évidemment. Émilie, José, Christian, merci. On aura l'occasion d'en reparler du TGV. Merci beaucoup. Au revoir. Plaisir, merci. Merci.